Salut à toi fanatique d'animé. Aujourd'hui je vais te faire un résumé de l'épisode 1 de JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean, suivi par mon avis. Moi c'est Choco et bienvenue dans cette vidéo. L'anime Stone Ocean est tiré du manga du même nom écrit par Hirohiko Araki. Je vais commencer par essayer de parler des grandes lignes de JoJo, on va dire le minimum nécessaire pour suivre Stone Ocean. Je vais pas te faire un résumé de tout ce qui se passe dans les JoJo précédents, il y en aurait pour 14 ans et puis il se passe tellement de choses que je te conseille vraiment soit de mater l'anime ou de lire. J'insiste sur le fait que ce n'est pas un résumé de toute l'œuvre, je vais survoler de très haut ce qu'il s'est passé. Il y aura par contre évidemment certains spoilers, mais pas de soucis, je vais mettre des timestamps en description, comme ça si t'as vraiment pas envie ou si tu connais, tu peux directement passer à mon résumé de l'épisode. Après même si tu connais, je me dis que ça peut quand même servir de piqûre de rappel, mais tu fais comme tu veux. Déjà, il faut savoir que dans JoJo, il n'y a pas un, mais plusieurs personnages principaux. En gros, dans chaque nouvel arc, on va suivre un nouveau JoJo. Tous sont une nouvelle branche de la famille Joestar. Donc ça, c'est JoJo, lui c'est JoJo, ça c'est un cheval, lui c'est JoJo. Bref, t'as compris. Tous les descendants de la famille Joestar ont pour particularité d'avoir une tache de naissance en forme d'étoile. Dans le premier arc de JoJo, Phantom Blood, on découvre, on va dire, le grand méchant emblématique que normalement tout le monde connaît au moins de nom, Dio. Il est transformé en une sorte de vampire par un masque chelou. En gros, il devient méga balèze, peut transformer d'autres gens, mais il se fait baiser par la lumière du soleil. Il est vaincu par le premier JoJo, Jonathan, mais sa tête a survécu et malheureusement Jonathan va devoir se sacrifier pour le tuer, mais on verra plus tard que la tête a quand même survécu et qu'en plus elle s'est greffée sur le corps du défunt Jonathan. Ouais, bienvenue dans JoJo. Dans la deuxième saison, Battle Tendency, on suit les aventures du petit-fils de Jonathan, donc Joseph. Lui, il va se taper contre des sortes de super-humains venus d'une race ancienne. Dans la troisième saison, Stardust Crusader, on retrouve Joseph, âgé de 68 ans. Il part au Japon retrouver sa fille et son petit-fils Jotaro, qui dit être possédé par un esprit maléfique. Joseph va lui expliquer que c'est une vision créée par sa propre force vitale et qu'on appelle ça un stand. Donc à partir de là, dans JoJo, les gentils comme les méchants auront de manière générale des stands avec différentes facultés. On pourrait dire que c'est ce qui leur sert de super pouvoir et seuls les manieurs de stand peuvent voir les autres stands. Ah, et ils ont des noms aussi. Par exemple, le stand de Jotaro s'appelle Star Platinum. Dans cette même saison, Dio réapparaît. Donc Joseph, Jotaro et d'autres compagnons qu'ils vont rencontrer partent à l'aventure pour lui péter la gueule. Sur leur route, ils vont devoir faire face à plusieurs manières de stand envoyées par Dio. Finalement, en Égypte, Jotaro va pouvoir se confronter à Dio et à son stand, The World, qui a le pouvoir d'arrêter le temps. Jotaro finit par lui aussi réussir à stopper le temps et gagner ce combat en tuant Dio. Dans la quatrième saison, Diamond is Unbreakable, on va principalement suivre les aventures de Josuke, qui est lui aussi un manieur de stand, Crazy Diamond. Il est aussi descendant de la famille Joestar, et c'est à partir de là que quand tu regardes l'arbre généalogique, ça commence à devenir un peu nimp, parce que Josuke c'est le fils de Joseph qu'il a eu lors d'un adultère quand il avait 62 ans. Donc Josuke est plus jeune que Jotaro, mais c'est son oncle. Dans cette saison, on va découvrir l'existence d'un nouvel objet, une flèche, qui permet à celui qui se fait transpercer d'obtenir un stand. Bon, après, tu peux aussi claquer si ta force spirituelle n'est pas assez grande, mais c'est qu'un détail ça. Le méchant de cet arc sera un tueur psychopathe fétichiste des mains, et oui, encore une fois, bienvenue dans JoJo, mais il sera bien entendu vaincu par Jotaro, Josuke et leurs compagnons. Et pour finir, la cinquième saison, Golden Wind, se passe en Italie. Le héros de cette saison s'appelle Giorno Giovanna, et il est le fils de Dio, mais il compte quand même dans la lignée des Joestar, parce que Dio a fait cet enfant en ayant le corps de Jonathan. Ouais bon, si t'es perdu, je te mets l'arbre généalogique en image, tu peux mettre pause pour bien tout mater si tu veux. Donc dans cet arc, on va suivre l'aventure de Giorno, qui va tout faire pour devenir le boss des gangsters, afin de pouvoir arrêter le trafic de drogue qui sévit dans les rues. Tout ça bien entendu à coup de gros combats de stand, son stand qui s'appelle Gold Experience. On apprendra d'ailleurs aussi dans cette saison que si un stand est touché par la flèche, il va acquérir de nouveaux pouvoirs et on appelle ça Requiem. Ah oui, il peut devenir incontrôlable et faire n'importe. Mais encore une fois, un simple détail. Voilà, normalement t'as une petite base, on va pouvoir commencer. Une jeune femme est sous la pluie, il y a vraisemblablement eu un accident de la route, je suppose qu'il y a eu une victime. Après je suis pas expert mais je pense qu'avoir sa jambe ici et tout ce sang c'est pas normal, mais on verra. Ça s'est donc passé le 28 octobre 2011 et la scène se termine sur la jeune femme qui nous dit qu'il pleuvait tout le temps. Ok, on est maintenant dans ce qui ressemble à une prison, on entend du bruit comme si quelqu'un tapait sur quelque chose. Wow, pardon madame. C'est en fait celle qu'on a vue au début sous la pluie, elle est dans une cellule et se tape la tête sur son lit. Elle se dit qu'elle est foutue, que sa vie est finie et parle du fait que quelqu'un l'aurait vue hier soir, un gardien. Ah ouais mais elle fait pas semblant, elle tape fort. La meuf qui gueulait tout à l'heure est dans la cellule juste à côté et lui demande c'est quoi son problème et elle veut aussi savoir comment elle s'appelle. Elle sait que ça commence par Jo. Elle lui demande donc ce qu'elle veut dire par il m'a vu. Jolene a l'air gênée et répond que c'est le mot qui commence par M. Meurtre? Ah bah oui, là t'es dans la merde si c'est ça. Puis en M à part meurtre.
Non mais quoi? Du coup forcément tout le monde se fout un peu de sa gueule, la meuf en orange veut en savoir plus, elle demande des détails, Jolyne explique qu'elle s'est levée avant le jour, l'éclat de la lune passait entre les barreaux et... Attends, c'est la lune qui l'a excitée? Mais comment tu peux être excité par la lune? Je crois que je veux pas savoir. Elle continue par expliquer que donc elle a fait ce qu'elle avait à faire, je pense que j'ai pas besoin de faire un dessin. Puis elle dit que quand elle avait retrouvé ses esprits et qu'elle a levé les yeux, elle a vu le plus jeune des gardiens qui l'a regardé. Elle dit carrément qu'il avait l'air complètement éberlué par le spectacle. C'est de toute beauté. La meuf en orange a pas fini de se foutre de sa gueule et en rajoute une couche. Non mais j'avoue, détail hyper important. Elle dit qu'elle a retenu la leçon. Ouais, enfin vu comment t'as pas pu te contrôler rien qu'en matant la lune, bon courage. Hein. Comme si ça suffisait pas, t'as une autre meuf qui prend le relais pour se moquer. Elle lui demande comment est-ce qu'on peut se chauffer avec ses barreaux. Elle marque un point là, mais la rousse nie et dit qu'elle n'a pas l'esprit mal placé comme elle et les insulte gratuitement de clocharde, pourquoi pas. Jolyne et la rousse commencent un peu à s'embrouiller sur qui est capable de passer le plus de temps sans se toucher, mais Jolyne coupe court au débat. Vu sa réaction, je suppose que Jolyne a raison. Du coup, si t'as bien suivi mon explication du début ou juste si tu connais déjà Jojo, on comprend donc que c'est une descendante de la famille Joestar. Les gardiens arrivent et leur annoncent qu'elles vont être transférées. Pendant qu'elles se font passer les menottes, celle en orange remarque que Jolyne est japonaise. Elle lui demande ce qu'elle a fait pour être enfermée et la scène se termine sur Jolyne qui dit qu'elle est innocente. On retrouve Jolyne au parloir avec son avocat. Il lui dit qu'elle est accusée de vol et de délit de fuite, mais vu qu'elle a déjà été arrêtée 2 fois pour vol dans le passé, elle ne sera pas remise en liberté. Il lui explique qu'elle va être transférée à la prison de Grindolphin où elle sera jugée, mais elle, le premier truc sur lequel elle percute. Ensuite, elle va quand même un peu se révolter, elle se demande c'est quoi cette histoire. Elle dit oui, elle a emprunté un vélo sans demander, mais elle avait 14 ans. Elle insiste sur le fait qu'elle est innocente. Il lui dit qu'il fera de son mieux pour elle dans l'esprit de la loi, et lui dit aussi que sa mère est très fatiguée, qu'elle s'inquiète beaucoup à son sujet et qu'elle lui a remis des affaires. Vu qu'elle n'aura pas à rester en uniforme en attendant le jugement, elle a des affaires de rechange et plein d'autres trucs, mais c'est une sorte d'amulette qui attire son attention. Elle la prend et demande ce que c'est, mais le gars a pas trop l'air au courant. Il lui dit qu'il y a une pierre à l'intérieur et que c'est son père qui l'a transmise à sa mère pour qu'elle la lui passe en cas d'ennui. Elle comprend pas trop, mais pendant qu'elle réfléchit, elle se coupe avec l'objet. Oh ça va, pas la peine d'hurler d'en faire des caisses, c'est juste une petite entaille. Bon bah j'ai rien dit. Elle se fait engueuler par le gardien à cause des cris, mais elle lui répond que c'est rien, qu'elle s'est pincée. Elle ouvre l'amulette et il y a ce qu'elle trouve être une sorte de pierre. Bon encore une fois, si t'as suivi au début ou si tu connais, tu dois savoir ce que ça peut être, mais on va voir ça du point de vue de Jolyne et appeler ça la pierre. Elle demande à son avocat d'où est-ce qu'il a entendu parler de son père. Il lui répond que sa mère essaie en ce moment même de le contacter. Elle prend l'amulette, décale la pierre. On comprend que Jolyne est donc la fille de Jotaro. Comment ils sont trop stylés sur la photo. L'avocat lui rappelle que son père est biologiste marin, il conduit des recherches en Afrique et il n'a pas encore pu venir ici. Je crois qu'elle lui en veut. Ouais, elle lui en veut carrément. L'amulette tombe dans une sortie, les égouts je suppose. Elle regarde son doigt et elle a pas l'air de trop comprendre parce qu'elle a de nouveau qu'une petite égratignure. Et la scène se termine sur son avocat qui lui explique qu'il la revoit dans 2 jours au parloir de la prison Grindolphin. On retrouve Jolyne dans le camion qui l'escorte jusqu'à la prison. Elle est de nouveau avec la meuf en orange et justement elle s'étonne de voir Jolyne ici. Elle lui dit que c'est peut-être une cellule provisoire mais que c'est quand même Grindolphin quoi. Elle est en gros en train d'essayer de lui faire comprendre que ça pue un peu son histoire. Mais Jolyne la coupe et lui dit qu'elle n'ira pas en prison. Jolyne entend quelqu'un dire qu'ils arrivent dans 10 minutes et le dit à la meuf mais... La meuf lui demande comment est-ce qu'elle a su. Jolyne lui répond franchement qu'elle n'en a aucune idée, au moins c'est clair. Celle en orange se présente. On voit qu'elle commence à arriver vers la prison. On nous montre que c'est le 11 novembre et une voix off nous fait une sorte de tuto pour nous dire qu'en gros, c'est une grande prison au milieu de la mer. Hermès demande à Jolyne si elle a du fric sur elle et l'avertit que si elle n'a pas quelques billets de sang, elle pourrait mourir. Ah oui, rien que ça. Donc si elle n'a rien sur elle, il faut qu'elle s'en fasse apporter par quelqu'un au parloir. Jolyne n'a pas l'air de trop y croire et elle lui dit comme si tu avais du fric toi. Les gardiens te l'auraient piqué tout de suite. Mais Hermès lui répond qu'elle est naïve et qu'il y a plein de façons de le planquer. Bon au moins, elle y va pas par 4 chemins. Hermès lui dit qu'elle est stupide, c'est le premier endroit qu'il vérifie donc Jolyne se demande où est-ce qu'elle a bien pu cacher son argent. Elle est un peu con quand même Jolyne. Comment tu veux cacher de l'argent dans des niches? Attends, elle a vraiment fait ça?
Donc elle explique qu'elle a 5 billets de 20 dans un sein et 50 dans l'autre. Je pense que l'expression de Jolyne aurait été à peu près la même pour n'importe qui là. Et t'imagines, c'est sa strat même pour la vie de tous les jours, la meuf en caisse. 8,65 s'il vous plaît. Ils arrivent à la prison, les gardiens font sortir tout le monde, sauf Hermès. Je pense qu'elle est dans la merde, mais on verra bien. En tout cas, elle fait trop de la peine toute seule dans le bus, et elle dit au revoir à Jolyne. Jolyne s'apprête à être emmenée dans la prison, mais elle se met à de nouveau entendre des voix. Elle pense d'abord que ce sont les gardiens qui l'escortent qui lui ont parlé. Apparemment non. Elle continue d'avancer vers la prison, mais de nouveau elle entend des voix. Elle entend les gardiens dans le camion avec Hermès en train de commencer à la racketter. Jolyne panique un peu et se dit que c'est pas normal, qu'elle entend mais que les gardiens à côté n'entendent rien. Jolyne se rend compte que personne d'autre qu'elle ne voit le fil qui sort de sa main. Ensuite, on voit Hermès sortir un billet de 20 de ses cheveux. Mais elle a combien de cachettes, elle? En tout cas, le gardien a pas vraiment l'air satisfait. Il lui dit que c'est pas assez et commence à lui péter la gueule. Il la soupçonne de cacher d'autres billets sur son corps. Alors là, bon courage pour deviner qu'elle en a dans les seins. Non mais attends, comment tu veux fouiller des seins comme ça? Je crois que je veux pas savoir en fait. Donc ils vont procéder à la fouille, mais Hermès se débat et met un coup à un des gardiens. Il va rappliquer et lui mettre un coup de matraque. Oups, pardon. Forcément, Jolyne, elle comprend pas du tout ce qui vient de se passer. Quand elle tourne sa main, elle voit même qu'elle a récupéré l'argent. Elle se demande si c'est à cause de la pierre et qu'est-ce que son père vient de lui envoyer. On la retrouve le 8 novembre au parloir avec son avocat. Par contre, je pense qu'il y a eu une erreur avec les dates parce qu'on nous avait dit qu'elle arrivait en prison le 11 et là elle est au parloir le 8 et c'est pas dans le passé vu qu'elle est en train de parler du médaillon qu'elle a jeté. Donc avec mon équipe d'experts composée de moi-même, nous sommes allés voir dans le manga et en effet c'est le 6 novembre qu'elle arrive dans la prison. Donc voilà, après c'est vrai que ça reste un petit détail. Jolyne demande à son avocat s'il n'aurait pas retrouvé l'amulette qu'elle a jetée. Il lui dit qu'il ne s'en souvient pas et de toute manière il a pas l'air d'en avoir grand chose à foutre. Il veut lui parler de leur affaire. Il veut savoir pendant la fuite si elle était à la place du conducteur. On a donc un flashback du 28 octobre. Jolyne est en voiture avec son copain. Elle a un air beaucoup plus niais que comme on l'a vu jusqu'à présent. Pour preuve, elle lui demande si elle peut l'appeler non pas Roméo mais... Pourquoi pas? Ok... Il continue de parler un peu surnom et Roméo dit qu'il a soif, qu'il veut boire une gorgée de la boisson de Jolyne mais elle veut pas lui en donner parce qu'elle contient 10 degrés d'alcool. Roméo insiste mais Jolyne veut vraiment pas. Par contre t'es pas chaud, tu regardes la route. Moi j'avais prévenu. Donc ils se plantent mais n'ont pas l'air d'être blessés. Ils ont dû rentrer dans un cerf, un truc comme ça. C'était peut-être un cerf à lunettes, on sait jamais. Donc elle sort pour aller voir. Bon bah la théorie du cerf qui tombe à l'eau du coup. Jolyne s'empresse de vouloir appeler une ambulance mais Roméo la retient et lui dit de ne pas faire ça, qu'il est mort sur le coup. Jolyne refuse de fuir, en plus elle dit qu'il y a la preuve sur la voiture, mais Roméo insiste et dit qu'ils ont qu'à dire que la voiture a été volée. Jolyne n'est vraiment pas convaincue mais il continue de la supplier et dit que s'il se fait arrêter il ira en prison et ils seront séparés. On voit que des voitures arrivent au loin. Elle a quand même l'air bien traumatisée, la pauvre. Hein. On est de nouveau dans le présent, au parloir. L'avocat explique que la police pense que c'est elle qui a volé la voiture et eu l'accident après avoir bu. Forcément, Jolyne se demande ce que dit Roméo, et donc il dit simplement qu'on lui a volé sa voiture. Par contre, je me retiens depuis le début, mais on est d'accord qu'il ressemble beaucoup trop à un fan, lui, non ? Jolyne lui dit qu'elle ne peut pas lui répondre, elle veut pas balancer Roméo quoi. Du coup l'avocat lui propose en gros de plaider coupable pour vol et homicide involontaire et en contrepartie via la réduction de peine, l'ivresse au volant sera oubliée et elle sera libérée pour bonne conduite au bout d'un an. Bah oui, bonne idée de plaider coupable pour des trucs que t'as pas fait. Il a l'air complètement réglo monsieur Fan. Jolyne s'énerve et lui dit justement qu'elle lui avait demandé de prouver son innocence. Lui il dit qu'il comprend mais qu'ils doivent faire des compromis parce que si elle est jugée coupable ce sera 5 ans minimum. Donc on les retrouve devant le juge. Il demande à Jolyne si elle admet volontairement les détails de la négociation. Le juge rend son verdict et dit que la cour reconnaît que Jolyne a admis avoir commis un crime et que sa libération est envisageable, car le geste n'a pas été prémédité. Ah bah j'ai sans doute été un peu de mauvaise foi, c'était peut-être la meilleure chose à faire du coup. Oh putain, Jolyne se tourne directement vers son avocat et elle lui demande ce qui se passe.
Oh l'enfoiré. Le juge dit que Jolene serait incarcérée à Grindolphin pendant 15 ans. La tête de Jolene parle d'elle-même, je pense. Elle vient clairement de se faire baiser. Pendant ce temps, l'avocat range ses papiers avec un visuel pas du tout de méchant, puis s'en va en disant qu'il a fait de son mieux et lui dit de prendre soin d'elle. Oh le bâtard. Et c'est pas tout. Les portes se ferment, on le voit s'arrêter pour parler à quelqu'un, à qui il dit plus besoin de vous inquiéter, la condamnation est tombée. Oh, les salauds! Ça veut dire que... C'était un coup monté. En plus, Jolene avait déployé son fil, donc elle a tout entendu. Elle réalise qu'elle va y passer toute sa jeunesse. Elle essaie d'arracher les menottes avec son fil. Après pas mal de hurlements, elle est jetée dans un camion. On la retrouve en prison. Non mais c'est quoi cette dégaine? On dirait un Pokémon, la meuf. Elle lui dit en gros qu'elle est en prison de niveau de sécurité maximale. Elle lui donne son matricule, donc... Et elle lui explique que quand elle entend ce numéro, peu importe qu'elle chie, qu'elle bouffe, elle répond. Okay. Ensuite, elle lui dit que c'est l'heure de la fouille au corps, donc de se foutre à poil, et explique en douce à sa collègue en gros que justement le but c'est de bien les humilier pour les éduquer. Mais Jolene... Bah elle s'en bat les couilles. On la retrouve plus tard en train de se faire prendre en photo, comme dans les films avec son nom et tout sur une pancarte, mais elle aperçoit son avocat, forcément ça l'énerve direct. Non mais, c'est quoi ça encore? Il a des jumelles intégrées lui, pourquoi pas? Sinon là en gros l'avocat était venu pour finaliser les documents et il fait genre d'en avoir quelque chose à foutre du sort de Jolene. Et le gardien lui remet une lettre de la part de Jolene justement. On le retrouve dans sa voiture en train de lire le mot. Elle lui dit, passez-lui le message à lui aussi. Vous êtes à l'aise, mais vous allez continuer à transpirer, maintenant et pour toujours. Il s'en bat complètement les couilles et jette le papier. On voit que Jolene le regarde depuis sa cellule. Elle se dit qu'elle ne peut pas l'atteindre pour le moment, mais qu'elle ne peut pas attendre 15 ans et qu'elle viendra à eux. On repasse ensuite sur Monsieur Fan dans sa voiture. Il met la clim et se dit qu'à cause de ce métier, il respire le même air que ses ordures. Ah ouais, un connard jusqu'au bout, quoi. Alors là, mais... L'épisode se termine sur Jolene qui réalise qu'elle vient de trouver une autre façon de se servir de son pouvoir. Il s'active par la pensée et elle peut le manipuler avec sa force mentale. Alors ça va être très compliqué pour moi de donner un avis objectif, tout simplement parce que j'adore Jojo. Depuis que l'animé avait été annoncé, j'en pouvais plus, j'avais tellement hâte, autant dire que j'ai binge-watché en tous les épisodes disponibles dès que c'est sorti, et franchement j'ai vraiment pas été déçu. L'animé de manière générale est super beau, coloré, très fidèle au style qu'on avait déjà vu dans les Jojo précédents. Les animations sont au top, à chaque scène de combat c'est juste un gros kiff. Au niveau de l'histoire, je trouve qu'on est vraiment très facilement transporté dans l'univers. C'est vraiment le genre d'animé où tu vas relancer un épisode et tu vas te dire que c'est le dernier, mais en fait tu vas encore relancer, puis relancer, et il sera 4h du matin. Et pour finir, la musique, ben c'est tout aussi réussi. Le thème de Jolene, d'ailleurs qu'on va s'écouter un petit coup. Pour moi, il s'inscrit directement dans le top des meilleurs sons de Jojo. Donc au cas où c'était pas assez clair, pour moi cet animé c'est un gros oui. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que t'as passé un bon moment. N'hésite pas à venir t'exprimer en commentaire, bien entendu comme toujours dans le respect et la bonne humeur. C'était Choco, bisous.